Merci à vous d'être avec nous pour cette dernière partie du Bocal Local. Dans quelques instants, on partira au centre d'exposition de l'Étoile pour le vernissage de l'exposition 25 ans de photographie. Que sont-ils devenus? Une exposition qui célèbre le quart de siècle de la section photographie du lycée Saint-Joseph-la-Salle. Mais pour l'instant, je suis en plateau avec Lucette Cour-Fortuné. Bonsoir. Bonsoir. Et avec Marie-Thérèse Ledier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je me suis battu pour vous avoir sur le plateau et je suis ravi. On va parler ensemble d'un ouvrage que j'ai entre les mains qui s'appelle Les Dorifort ont envahi le potager, un ouvrage où vous retracez la vie de Juigné durant la Seconde Guerre mondiale. Ouvrage qui est né d'une exposition mise en place par l'association dont vous êtes adhérente, Anthracite. Et puis suite à l'exposition, il y a le maire de la ville, Daniel Chevalier, qui s'est dit pourquoi pas en faire quelque chose de plus important, pourquoi pas en faire un livre. Et 3 ans plus tard, le livre est sorti. Est-ce que vous pensiez que ça allait être un travail aussi intense que d'écrire un livre sur Juigné sous l'occupation? Non, absolument pas. Lorsqu'on a terminé l'exposition et qu'on s'est lancé de ce défi, on s'est dit, au fond, on a fait le gros du travail, on va faire un petit livre d'une centaine de pages, ça doit se faire. Puis, de recherche en recherche, de découverte en découverte, on s'est aperçu qu'il fallait revoir le nombre de pages à la hausse. Et on est arrivé à 320 pages. Et comme nous ne sommes ni écrivaines ni historiennes, on a dû surmonter de nombreux problèmes. Alors, vous ne vous définissez pas comme historienne, mais le travail, des lectures évidemment d'ouvrages, des recherches dans les archives départementales, de la Défense à Caen, dans les archives municipales. Et puis aussi, vous êtes allé chercher le témoignage de 23 personnes, dont certains ont parlé pour la première fois de cette période à Juigné. Oui, en effet, donc nous avons fait de nombreuses recherches dans les archives. Et tout d'abord dans les archives communales de Juigné-sur-Sarthe que nous avons découvertes, qui sont vraiment très très riches sur cette période 39-45 et formidablement conservées. Et puis, en deçà des recherches dans les archives, nous avons en effet interrogé, ou laissé parler plutôt, une vingtaine de personnes qui avaient vécu à cette époque. Alors il faut savoir que ces personnes étaient la plupart enfants, donc elles avaient entre 6 et 20 ans à l'époque. Donc le livre s'adresse d'un côté évidemment le décor de Juigné-sur-Sarthe à l'époque, avec cette ville occupée, la réquisition agricole, le redémarrage de la mine d'Anthracite, qui était une ancienne mine du coup d'exploitation à Juigné-sur-Sarthe. Vous parlez aussi des bombardements de la ligne de chemin de fer. Voilà, c'est le contexte que vous décrivez dans l'ouvrage. Tout à fait, oui. Juigné, est un village comme tous les villages français, mais il a quand même ses spécificités. Donc, la présence d'une ligne de chemin de fer, la présence d'une ancienne mine de charbon qui a été rouverte par la société Kodak Pathé et qui a permis à l'occasion à de nombreux jeunes qui auraient dû être réquisitionnés pour le STO, service du travail obligatoire, de travailler à la mine puisque les mineurs étaient exemptés de ce service. Et puis, la présence surtout d'un châtelain avec un château très influent et qui était à l'époque le maire de la commune, le marquis de Juigné, à la fois sénateur. Et le château offrait de nombreux bâtiments qui pouvaient être réquisitionnés, qui ont été réquisitionnés par les Allemands pour y loger les officiers dans les chambres du château et les soldats en cantonnement dans les communs du château, mais aussi beaucoup chez l'habitant. Si bien que le village a compté à une certaine période, par exemple de juillet 42 à septembre 42, plus de 200 Allemands qui cantonnaient en même temps dans le village. Alors les Dorifort ont envahi le potager, c'est aussi grâce au châtelain que vous avez trouvé ce titre, et aussi l'ancien maire de la commune et châtelain du coup, vous avez vu son témoignage quelques semaines avant son décès, et c'est ça qui vous a décidé de définir ce titre. C'est-à-dire qu'il nous a expliqué que c'est une phrase qu'il écrivait à sa grand-mère, grand-mère qui logeait à l'époque en zone libre, pour l'avertir que les Allemands étaient en train d'envahir le Juigné.
Donc les Dorifort, c'était les Allemands. Voilà. Et ils mangeaient évidemment des patates. Des pommes de terre, dont les Allemands étaient si friands d'ailleurs qu'il a fallu, puisqu'on a retrouvé dans les archives, produire en grande quantité pour que ces pommes de terre, entre autres, partent en Allemagne. Alors vous dressez aussi le portrait de différentes personnes, notamment Elisabeth Quint d'Anvers, qui était donc une Parisienne qui est venue se réfugier, on peut le dire, à Juigné, de 39 à 44. Voilà, oui, Elisabeth Quint d'Anvers, comme son nom l'indique, d'origine israélite, qui est venue se réfugier à Juigné en 1939. Alors on a beaucoup travaillé sur cette dame parce qu'on n'avait pas de témoignages. Et puis, pourquoi Juigné? Parce qu'il faut savoir quand même que c'était une comtesse issue d'une famille très riche, des banquiers parisiens qui habitaient Neuilly. Donc venir à Juigné-sur-Sarthe, petit village, on a cherché, en fait, on a trouvé que cette comtesse est arrivée à Juigné, elle n'avait plus de famille et elle est venue se réfugier, enfin elle a été hébergée en fin de compte par son chauffeur et sa femme de chambre, les époux Foucault, qui, à leurs risques et périls, l'ont hébergée de 39 à 44 jusqu'à sa date d'arrestation. Elle a été arrêtée en janvier 1944 et emmenée d'abord au camp d'Auvaux-Roman, puis à Drancy. Là, elle y est restée 2 mois et elle avait 69 ans lorsqu'elle a été arrêtée. C'était en plein hiver, elle était impotente et elle a été convoyée vers Auschwitz. Et on pense qu'elle est décédée dans le convoi qui l'emportait à Auschwitz. Il faut peut-être signaler en fait aussi qu'elle elle s'était convertie à l'âge de 20 ans. Ah oui, alors on a beaucoup travaillé sur le fait qu'elle ait été arrêtée alors elle s'était convertie alors qu'elle n'avait que 20 ans. Et en fin de compte, les lois du régime de Vichy concernant les Juifs sont très compliquées, ont toujours été transformées au fil de l'avancée de la guerre pour resserrer les mailles des filets sur les Juifs. Et en fin de compte, selon les dernières lois, elle répondait à la définition du Juif, entre guillemets, et elle a fini par être arrêtée. Alors vous avez le témoignage aussi d'une déportée toujours vivante aujourd'hui, Jeanne Degnaud, qui vous avez pu voir des objets du coup qui ont été construits lors de sa déportation. Oui, alors Jeanne Degnaud est toujours vivante, elle a 94-95 ans et elle témoigne toujours lorsqu'elle le peut parce qu'elle est un petit peu plus fatiguée maintenant. Et donc on a recueilli son témoignage fort émouvant. Puisque cette dame faisait partie, comme toute sa famille, d'un réseau de résistants et qu'elle a été arrêtée en même temps que sa belle-mère, que sa sœur, et en même temps qu'un grand nombre de résistants de Sablé-sur-Sarthe. Alors c'était en septembre 1943. Elle s'était mariée au mois d'août. Donc elle n'avait que 22 ans, ce qui lui fait dire qu'elle n'avait pas prévu un voyage de noces comme celui-ci. Et puis, elle a été envoyée avec sa sœur et sa belle-mère à Ravensbrück dans un premier temps, puis transférée avec sa sœur dans un autre camp. Et là, elle témoigne beaucoup du fait qu'elle était très entourée, choyée, puisqu'elle était jeune, par tous ses camarades, et que ce qui lui a permis de supporter l'insupportable, en fait. Et elle nous a montré des petits objets qu'elle fabriquait, puisque dans le dernier camp où elle se trouvait, elle travaillait dans une usine électrique. Donc elle récupérait des tout petits morceaux de matériaux, petits fils électriques, petits bouts de plastique. Et elle nous a montré des petits objets, un petit livre par exemple qui fait quoi, 2 cm et demi sur 2 cm et demi, où il y a des petits dessins, des témoignages de toutes les copines. Et le plus émouvant peut-être, c'est une petite carte d'anniversaire où toutes ses copines ont signé avec un très joli dessin et un très joli poème. Alors le livre, donc auto-édité à 200 exemplaires, mis en vente 300 exemplaires, mis en vente samedi dernier, et il n'y en a plus, c'est ça, où il en reste qu'une vingtaine. 36 je crois. Si les gens en veulent, si on nous regarde à la MTV, comment on fait pour se procurer l'ouvrage? On attend qu'il soit un peu réédité?
Oui, mais on peut encore un petit peu nous téléphoner ou téléphoner à la mairie de Juvigny-sur-Sarthe. Exactement, donc la mairie de Juvigny-sur-Sarthe qui distribue le livre. Et si vous êtes intéressé, si vous voulez évidemment échanger, on veut échanger avec vous, on va pouvoir vous voir les samedis 1 et 8 avril en matinée, 1er et 8 avril en matinée à la mairie de Juvigny pour un échange autour de cet ouvrage. Voilà, une vente dédicace, vente s'il reste des livres. Très bien, tout s'est bien passé ? Très bien, parfait. Bon, merci infiniment d'être venu. Merci à vous. Ouais. Merci en tout cas et on attend la réédition. Je suis sûr que vous allez en vendre beaucoup et je suis persuadé que les professeurs qui nous regardent seront intéressés pour vous faire intervenir aussi dans des classes. En tout cas, on lance évidemment cet appel. Merci en tout cas à vous deux d'être venus sur le plateau. Maintenant, direction le vernissage de l'exposition 25 ans de photographie. Que sont-ils devenus? Une exposition qui célèbre les 25 ans de la section photographie du lycée Saint-Joseph-la-Salle. Rachel Sodi, notre réalisatrice, est allée faire des images samedi lors du vernissage et on vous les présente maintenant. J'ai une petite société aujourd'hui avec 2 salariés, une apprentie. Donc on exploite plutôt la photo sociale, donc le mariage, le portrait de famille et une partie en photo d'entreprise, corporate et photo d'objets. Là c'est une photographie que j'ai réalisée dans le cadre d'un concours photo. C'était pour participer à ce concours qu'on a réalisé cette photo. L'Auvergne est remplie de belles forêts, donc j'ai essayé d'exploiter les forêts et donc le portrait en faisant une composition avec une femme qui sortirait presque de terre, une femme arbre, donc c'est le mélange de l'humain et du bois, de la nature, une photo écolo. Et entre-temps, j'ai eu un prix l'année dernière comme portraitiste de France au concours des portraitistes de France de Paris, une médaille l'année dernière de la MPPF, médaille des portraitistes aussi au Salon de la photographie. Voilà, et depuis aussi quelques activités en plus. Je suis élu comme président des photographes d'Auvergne-Rhône-Alpes, élu à la Chambre des métiers d'Auvergne. Donc voilà, c'est des choses qui occupent bien, une belle vie bien remplie, quoi. Au niveau du parcours, j'ai fait avant le BEP audiovisuel, donc après le chétif. Après, j'ai fait un petit passage à appliquer, donc la section F12, pour finir au final donc, sur le bac pro photo. Actuellement, donc, je suis responsable formation, je fais du conseil accompagnement en pédagogie universitaire, donc auprès des enseignants-chercheurs de l'école des mines de Nantes. Bon, la photo, je la continue toujours, ça reste quelque chose qui est vissé assez profondément, donc j'explore des terrains, donc autour du culinaire particulièrement. Le vrai métier, celui qui fait un peu tourner la famille, quoi, c'est le plus prenant, mais le plus, celui qui est vraiment vissé, voilà, c'est ces 2 passions-là, quoi, l'enseignement, la pédagogie et la photographie. Ça finit par I. Maintenant, je suis photographe indépendant, je suis basé sur La Roche-sur-Yon, mais je gravite beaucoup. Donc, expérience super enrichissante. Mon projet est en route depuis 3 ans. Ça commence à porter ses fruits, donc très très intense. On peut trouver des photos que j'ai faites dans le cadre d'un projet avec STX. Là, en fait, on peut voir un des 3 plugs du bateau. J'ai la chance d'être sur l'affiche et la photo de l'affiche, en fait, est en vitrine. Et là, sous le bulbe du bateau, on pouvait largement caser 3 personnes avant de toucher le bulbe. Donc, un sacré projet. Et c'est un plaisir de pouvoir avoir la chance de montrer son travail. Donc, je suis ravi. Après ma sortie de Bac Pro, j'ai poursuivi mes études BTS audiovisuel, option montage. Les hasards de la vie ont fait qu'après mon BTS audiovisuel, j'ai trouvé un poste dans un studio de photo publicitaire et industriel où j'ai exercé pendant 8 ans, un peu plus de 8 ans. Ensuite, 3 ans de petit boulot et j'ai retrouvé à nouveau dans la photo où aujourd'hui je suis à l'école des Beaux-Arts, technicienne photo. Je gère les ateliers numériques argentiques. Je présente une série de 5 images.
C'est plutôt une histoire personnelle. Cette série, c'est pour moi à peu près 15 ans de ma vie en fait, résumée dans des images, donc via des ouvertures, effectivement, voilà, qui symbolisent à chaque fois une étape de ma vie. Aujourd'hui, je présente des photos de type plutôt reportage en Inde. Voilà, des photos que j'ai fait pour mon plaisir, parce que j'ai travaillé en tant que photographe à peu près une quinzaine d'années, plutôt dans le milieu du reportage. J'ai découvert ça à l'armée pendant mon service militaire. Ensuite, je me suis tourné vers la presse quotidienne régionale. Et même si j'ai abandonné la carrière professionnelle, parce que je n'ai pas pu continuer, je me fais toujours plaisir en faisant des photos de reportage, en montrant le côté plutôt humain, en me basant plutôt sur le côté humain. C'est ce qui m'intéresse dans mes photos. J'ai fait les Beaux-Arts 2 ans. Ensuite, j'ai enchaîné sur les Gobelins en option prise de vue. Je suis sortie diplômée en juin 2013. Et puis voilà. Alors maintenant, j'enseigne dans un atelier d'art appliqué sur Angers, la photographie. J'aime beaucoup travailler sur le rêve, la notion du rêve. Ça, c'est vraiment tout ce que j'aime faire de mon côté. Sinon, je travaille beaucoup dans la photographie publicitaire. Pour ici, c'était une série que j'ai fait dans le cadre d'un workshop au Gobelin. Et j'ai commencé par la première photo, donc celle de Crésia. Et ensuite, j'ai enchaîné 1 an plus tard avec Cécile, toujours au Gobelin. Et j'ai continué il y a 7 années avec Amandine qui est en vitrine. Donc la photo, voilà. Donc il y a à peu près 6 portraits. Il n'y a pas de montage, il y a un fond acheté, un fond tissu. J'ai travaillé en collaboration avec une styliste pour faire les chemises. Donc je choisissais mes modèles, par rapport à la corpulence je faisais faire la chemise et après c'est une question d'optique en fait qui font que le fond soit net, que la personne est nette et à la post-production il y a vraiment juste la retouche beauté. Photographe de sport extrême et aussi vidéaste. Du coup, j'étais à Saint-Jean, je suis sorti en 2012 de Saint-Jean. J'étais déjà un peu photographe de sport avant pour certains magazines. Après, j'ai continué dans le sport. Donc, j'ai présenté pour un grand concours qui s'appelle le Red Bull Illum. Donc, cette photo-ci et cette photo-ci ont été sélectionnées pour faire partie de ce concours-là. C'était un concours avec 30 000 photos, donc moi je suis dans les 250 derniers, donc c'est vraiment un plaisir. Je travaille beaucoup dans le domaine vidéo, je fais du reportage sur des sportifs, donc sportifs de haut niveau ou sportifs un peu moins haut niveau. Donc c'est tout un travail qui est ultra passionnant, c'est travailler avec ces gens, donc c'est toute leur histoire qui ressort dans le documentaire. Je me suis redirigé vers une école de web design, donc pour travailler dans tout ce qui est création de sites internet. Et j'ai gardé la photo comme passion à côté. Et aujourd'hui, je travaille encore dans un autre domaine, je travaille dans la musique en fait, dans l'accompagnement des groupes. Et avec en lien de la photo, donc je fais un peu de communication, donc je fais des photos sur tous les événements qu'on organise de mon côté. Alors j'expose aujourd'hui une série de photographies d'exploration urbaine. C'est des images que je ramène de mes voyages, où j'ai la particularité de voyager spécialement dans les endroits abandonnés. Voilà, donc les endroits qui sont difficiles d'accès, interdits d'accès, pour essayer de ramener des images du patrimoine oublié. Merci infiniment à Rachel Sodi, Michel Poirier qui sont allés à ce vernissage et qui nous ont rapporté ces très belles images. Ainsi s'achève cette émission. On se donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour une toute nouvelle édition du Bocal Local. Et je voulais juste dire un petit mot à Léo qui nous quitte cette semaine. Évidemment, je lui souhaite une très belle route et de très belles aventures professionnelles. Je vous embrasse pour ma part et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur LMTV.